peut-être le temps que les participants nous rejoignent, on va se présenter en 2 petits mots. Merci déjà tout le monde de vous être inscrits, en nombre pour ce webinaire sur le sujet des BSPCE et de l'attribution à la monétisation. Effectivement, donc c'est un des éléments, très, communs dans le monde des startups que de partager son capital, notamment sous cette forme de bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Pour présenter en 2 mots Seed Legals, c'est une plateforme donc qui permet de pouvoir digitaliser l'ensemble des opérations sur capital. C'est une plateforme SaaS par laquelle vous pouvez mettre en place, et générer tous vos documents juridiques, que ce soit sur le financement, donc contrat de BSAR, term sheet pour une augmentation de capital plutôt traditionnelle, pacte d'associés et cetera. La gestion de votre actionnariat également avec l'étape de capitalisation et bien sûr, tout ce qui a trait au partage du capital avec vos équipes et notamment la mise en place de plans de BSPCE. On a d'ailleurs fait un baromètre, de l'édition 2022, qu'on a fait aussi. On a pas mal échangé avec Lucas sur ce sujet. C'était en décembre, pour connaître les tendances. D'ailleurs, Caption, a fait également aussi un sondage, c'était en juillet dernier, avec, quelques chiffres assez intéressants, notamment sur, le nombre de personnes qui exercent leur BSPCE. On en parlera ce matin avec Lucas et pour terminer sur Seedlegals, on est plus de 150, en tout, dans le monde. En France, on est plus d'une dizaine, on a accompagné plus de 300 startups, françaises, mais on a plus de 35 000 startups sur la plateforme. Donc beaucoup de données, notamment sur ces, questions, de partage du capital et de BSPCE ou d'EMI pour l'équivalent au UK et on est très content de pouvoir, discuter ce matin, avec toi Lucas, de ce sujet et moi je suis en charge de l'équipe française ici, je suis country manager France et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Lucas, cofondateur de Caption pour parler sur ce sujet que tu connais très bien et merci d'être là Lucas. Est-ce que tu te présentes en 2 mots? Merci Flo et salut à tous. Merci pour cette très belle introduction, comme toujours, à la fois sur Seed Legals, sur toi et sur la petite passe décisive finale. Donc effectivement, moi je suis un des 3 cofondateurs de Caption. C'est une plateforme qui permet d'acheter et vendre des actions de start-up, principalement pour apporter de la liquidité aux actionnaires de start-up, qu'ils soient fondateurs, salariés ou business angel, avec en face une multitude d'investisseurs susceptibles de les acquérir, puisque donc là, en 1 an et demi bientôt d'ouverture au grand public, on a plus de 30 000 investisseurs qui se sont inscrits sur la plateforme. On a réalisé 25 millions d'euros de volume d'échange sur notre première année d'activité, donc 2022. Ça représente à peu près 70 opérations qui sont qui étaient historiquement principalement orientées vers des licornes, donc des boîtes comme Blablacar, des boîtes comme Ledger, des boîtes comme Payfit, comme Doctolib Co. Et de plus en plus aujourd'hui, à la fois des startups en seed, mais surtout des startups série A, série B, lorsque les fondateurs ont la volonté de pouvoir réaliser un peu de cash out pour se sécuriser, puisque on sait qu'au début de l'histoire, soit on se paye pas, et je suis bien placé pour vous le dire, soit on se paye très faiblement. Donc après un beau tour, ça peut valoir le coup de se sécuriser en sortant 100, 150 000, 200, 300 000 euros. Généralement, vous avez des clauses de respiration qui vous permettent de faire ça, et auprès de salariés qui, eux, généralement, sont rentrés en seed, ont commencé à avoir vesté tout ou partie de leur BSPCE parce qu'ils sont dans la boîte depuis 3 ans, 4 ans, et là peuvent avoir de l'intérêt à liquider une partie de leur titre. Et c'est un vrai outil de rétention. Aujourd'hui, on le voit pour les boîtes, c'est toujours plus simple de garder quelqu'un quand on lui permet de gagner vraiment de l'argent avec sa boîte que quand on lui promet peut-être un jour d'en gagner. Donc ça, c'est tous les sujets de liquidité qu'on évoquera avec Flo par la suite. Parfait, merci et c'est assez effectivement impressionnant les chiffres que tu as donnés sur Caption avec, le nombre d'opérations, le volume d'affaires généré et comme tu l'as dit sur, la maturité, on va y venir. Quand est-ce qu'on peut potentiellement monétiser, les actions qui seraient issues de l'exercice des BSPCE? Parce que les BSPCE, on le sait, ils ne sont pas cessibles. C'est pas les BSPCE, ce ne sont pas les BSPCE qu'on va vendre, mais bien les actions que vous achetez au travers des BSPCE et ce qui nous amène, du coup, un peu à la genèse de cette question et de savoir, pourquoi en fait on met en place, une politique de partage du capital. Quel est le but? Je le disais, un peu en introduction, la raison pour laquelle les startups vont mettre en place un plan de BSPCE, c'est des questions d'attractivité, des questions de, compétitivité aussi dans un marché du travail qui est très tendu. On le sait, il y a pas mal de données sur ces éléments comme quoi il est très compliqué de pouvoir recruter, des talents et d'autant plus
quand on est une startup assez jeune, et où il y a une question, en plus de compétitivité, aussi de pouvoir rémunérer au prix du marché certains profils, qu'on ne pourrait peut-être pas attirer si on n'avait pas cet argument des BSPCE. Et donc, le pourquoi généralement, c'est 4 différents éléments qui sont, effectivement l'attractivité, d'engager vos équipes, d'aligner les intérêts. Ça aussi, c'est un élément assez central qui revient beaucoup quand on parle des BSPCE. On en parlera, ensemble, avec toi, Lucas. Et à la fin, effectivement, la question, c'est de récompenser. Et de récompenser, forcément, il y a la question de la monétisation. Et donc, voilà généralement les principaux points. Et de ton côté, est-ce que tu as des éléments à ajouter là-dessus, Lucas? Typiquement pour Caption, c'est une société qui a été créée il n'y a pas si longtemps et ces questions sont posées. Qu'est-ce que tu en dis sur ces éléments que je viens d'exposer? C'est vrai que pour le coup, nous, on se voyait pas déjà faire comme tout le monde là-dessus, sinon on serait un peu passé pour des imbéciles. Mais ce qui est certain, c'est que de manière générale, et le baromètre qui a été fait par Sid Legals rejoint globalement ce qui a été présenté dans le sondage que nous on avait fait l'été dernier, c'est que euh, les BSPCE sont assez incontournables dans les packages. Les salariés veulent en voir, mais par contre, ils en mesurent très peu la valeur et ils ont du mal à en faire un outil décisif pour le recrutement. Ils préféreront toujours avoir un salaire à la hauteur de leurs espérances plutôt qu'avoir des SPCE à la hauteur de leurs espérances. Donc, c'est vrai que nous, on voit aussi de plus en plus dans les startups une volonté de la part des salariés et plus précisément des futurs recrues de sociétés de concentrer leur négo sur le salaire et finalement le BSPCE, c'est la cherry on the cake, c'est le truc qui arrivera peut-être avec de la chance et au final, ça ne rentre pas dans la décision de recruter et de rejoindre une team ou non. Et c'est vrai que c'est vraiment à l'opposé déjà de l'idée de base du BSPCE, c'est à l'opposé de la réflexion que peuvent avoir des salariés. Il y en a peut-être certains ou des founders qui avant étaient salariés de groupes cotés, où là vraiment les stock options sont un outil à part entière de la rémunération. Généralement, vous dites, je suis payé 150 000 euros au total, et quand on demande la décomposition, c'est potentiellement 75 000 euros de package salarial et 75 000 euros de stock options, parce que vous avez la possibilité de les revendre quand vous voulez à un prix donné sur le marché. Donc, c'est liquide. Et qui dit liquidité dit que ça a de la valeur. Donc, c'est vrai que pour le coup, nous, on a essayé là-dessus de mettre en place sur Caption les practices qu'on recommande aux boîtes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire, d'attribuer des BSPCE tous les ans pour qu'en fait les salariés aient toujours un vesting qui court, donc un déblocage de leur titre qui court généralement sur 3 ou 4 ans la plupart du temps, comme on le voit sur les boîtes. On a une partie de nos BSPCE que les salariés peuvent débloquer exclusivement au moment où on revend la boîte. Comme ça, avant, s'ils veulent pouvoir en vendre sur Caption, il n'y a aucun problème et on sait qu'ils gardent toujours un incentive à rester jusqu'au bout de l'histoire. Et s'ils partent avant, c'est pas grave, c'est la vie et c'est comme ça. Mais du coup, il y a une partie du gâteau sur lequel ils doivent faire une croix. Et enfin, la dernière chose qu'on a faite, c'est que tous les ans, on permet à nos salariés de vendre des actions sur Caption. Donc, il y a un prix qui est défini à ce moment-là par eux. Et ensuite, on met en vente les actions sur la plateforme. Et encore une fois, on le voit très bien, c'est pas la raison centrale pour laquelle ils partent, pour laquelle ils restent aussi. Par contre, si à un moment donné, ils réfléchissent à partir, c'est un vrai trade-off à faire parce que là, vous savez que vous vous asseyez sur des euros et pas sur un hypothétique gain que vous aurez peut-être dans X ou Y années parce que l'année prochaine, vous savez que vous allez pouvoir vendre 100, 150 000 euros de BSPCE. Donc là, si vous partez, il faut vraiment qu'en face, la propale, elle vale le coup. Et donc là, tu as balayé plein de sujets au travers de ta politique que vous avez mis en place à Caption, que vous avez effectivement très bien réfléchi, bien ficelé. Et c'est pas une surprise, hein, considérant ce que vous faites comme métier, comme tu l'as dit. Et si on revient aussi sur les chiffres effectivement qu'on sort du baromètre Illegals, c'était 80 des startups qui utilisent les BSPCE. Mais il existe différents outils, d'intéressement au capital, qui sont à différencier également du partage, des bénéfices ou de l'intéressement et de la participation. Parce que c'est quelque chose qui est également complémentaire. Tu as parlé du salaire et en fait, parmi justement les avantages
vous offrez à vos salariés en tant que start-up et entreprise. Évidemment, vous allez rémunérer le travail avec du salaire, mais vous pouvez prévoir aussi des bonus sous forme de participation d'intéressement qui prennent la forme souvent d'un 13e mois basé sur les objectifs qui ont été atteints et les revenus qui ont été réalisés par la société. Mais le capital, lui, c'est une logique qui est différente et qui est différente. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que tu as aussi dit, Lucas, sur la question de la liquidité, de la monétisation, dont on parlera également un peu plus en détail ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on se pose les questions souvent, ok, mais comment je peux à transformer ce capital-là, en euros. Mais ça, on va y revenir et donc pour partager le capital, il y a plusieurs outils que nous offre justement le droit français. Il y a des attributions, gratuites d'actions, il y a les fameux BSPCE, il y a des stock options, et il y a des, bons de souscription d'actions, les BSA, que nous, sur Célégal, on qualifie d'advisor pour les distinguer du BSA-R qui a plutôt une logique pour les investisseurs et d'investissement, à la différence d'intéressés au capital, des advisors par exemple. Et donc là-dessus, pourquoi 80% des BSPCE? Pour une simple et bonne raison, c'est que les BSPCE, c'est quelque chose, et c'est un outil, un dispositif qui est ultra pratique pour les startups car il n'a pas de coût associé, et il reprend exactement la même logique qu'un stock option parce que qu'est-ce qu'un BSPCE? En fait, c'est le droit d'acheter une action à un prix, ce prix d'exercice qui est fixé au moment de l'attribution du bon et qui ne bougera pas dans le temps. Et donc souvent, ce prix d'exercice, il est fixé par rapport à la valorisation de la société au moment de l'attribution, ce qui va donner un prix par action à ce moment-là. Et souvent, on va se servir de la référence. Et on va y revenir aussi sur ce prix d'exercice. Et c'est juste sur la mécanique. Donc, quand on dit on vous a donné souvent un package de 10 000 euros en BSPCE, souvent, en fait, ça correspond au prix que vous, en tant que salarié, ou que vos salariés devront payer pour acheter les actions de la société en vue de le revendre, ces actions-là, à 20 000 euros et de gagner la plus-value qui est la différence. En l'occurrence, si on achète à 10 000 euros l'ensemble de ces, je sais pas, 1000 BSPCE pour les revendre 20 000, on gagnera la plus-value qui est la différence entre le prix de cession de l'action, enfin, de toutes les actions, du prix d'achat, du prix d'exercice. Mais ça, c'est vraiment cette logique qu'il faut avoir en tête et à laquelle on y couple évidemment tout ce dont tu as parlé, Lucas, qui est le vesting. Et le vesting, typiquement, c'est quoi? En fait, c'est dans une logique de rétention. Déjà, les BSPCE, comme, je le disais sur le capital, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Le capital, c'est pas quelque chose qui va se monétiser parce qu'il y a la création de valeur qui va se refléter dans la valeur capitalistique de la société et généralement, heu, je voyais moi l'analogie que j'ai, Lucas, sur la monétisation, c'est celle un peu comme pour des business angels qui investiraient, au début de la société et généralement, tu as un horizon de 5 à 7 ans, à peu près, en termes de liquidité. Je sais pas si tu as des données là-dessus, toi, un peu, côté Caption, sur ces aspects? Alors, des données en tant que telles sur les Enfin, personnes qui l'horizon de liquidité, monétisent ouais. Ouais, réellement, c'est compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, la liquidité, elle n'existe quasiment pas. Par contre, sur le c'est vrai. sondage qu'on avait fait, c'était assez intéressant. On sait que le turnover en startup, il est entre 3,5 et 4 ans. Et sur le sondage qu'on avait fait, alors j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, vous aurez largement l'ordre d'idée. On avait 75% des gens qui expliquaient qu'ils voulaient trouver de la liquidité, être récompensés sur leur BSPCE avant 5 ans. Donc, ça colle plutôt bien en fait avec l'espérance de vie d'un salarié dans une startup. On le sait aussi, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des scale-up. Naturellement, à un moment donné, dans l'histoire de la vie d'une startup, on a des renouvellements d'effectifs parce que la boîte grossit. Certains étaient là au début, se sentent plus forcément à leur place. C'est plus forcément la boîte dans laquelle ils étaient au démarrage. Donc, c'est vrai qu'on a de toute façon assez naturellement un renouvellement des équipes là-dessus. Et c'est vrai que historiquement, le salarié il se soucie des BSPCE quand il part. Ce qui prouve au final que ce n'est pas un outil de rétention. Jamais, jamais, au grand jamais, un seul des 500 ou 600 salariés qu'on voit par an nous a dit, moi, je reste dans ma boîte pour les BSPCE. Ce qu'il peut faire, c'est rester quelques mois de plus pour tout vester. Mais par contre, derrière, il partira une fois qu'il a fait ce jeu d'effet de seuil. Et c'est vraiment cette démarche-là, on la voit tous les jours. À chaque fois que quelqu'un nous contacte, j'exagère pas à chaque fois, mais dans la majorité des cas, on nous dit, je vais quitter ma société, je dois m'occuper des BSPCE, qu'est-ce que je peux faire? Souvent, c'est déjà un peu trop tard parce qu'on doit les exercer, donc ça fait sortir un chèque. Derrière, on est en période de lever, c'est-à-dire qu'on promet de vendre nos actions aux fondateurs ou aux investisseurs en tant que salariés pendant une période donnée, généralement de 3 à 12 mois. Donc, ce qui fait qu'on joue vraiment le rôle de la banque en avançant de la trésor pour exercer nos BSPCE, les transformer, puis après, on réfléchit à ce qu'on fera des actions.
Alors qu'encore une fois, en réalité, ça devrait être tout l'inverse. Et en fait, un salarié, il devrait rester 6 ou 7 ans dans sa boîte parce que il sait qu'il peut vraiment en avoir un gain financier. Ça l'empêchera pas de partir si à un moment donné, il est plus aligné en termes de valeur, de stratégie, etc. Et heureusement, on ne retient pas que les gens qui ont avec de l'argent. Mais néanmoins, pour ceux qui se sentent bien et qui en fait partent ailleurs pour avoir une évolution de poste ou pour avoir une augmentation de salaire, parce que souvent c'est ça, les salariés vont chercher une augmentation de salaire ailleurs pour pouvoir se payer un bien immobilier et assumer la charge de la dette d'un emprunt. C'est 80% de ce qu'on voit. En fait, ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait pas se passer comme ça. Et je pense que ce serait dans l'intérêt des startups aussi de comprendre que, encore une fois, on ne retient pas les gens avec des menottes dorées. Donc, il y a pas mal d'études qui étaient sorties là-dessus aux US sur les Golden Handcuffs. Ils expliquaient pourquoi c'était contre-productif, etc. Et en fait, vraiment, nous, on le voit aussi chez Caption, le fait de savoir que tous les ans, tu peux gagner un complément de salaire qui peut être significatif, et là, pour le coup, te changer un peu ton quotidien, soit sur un achat immobilier, le financement de l'arrivée d'un enfant, d'un mariage, le fait de pouvoir se prendre un mois ou 2 mois et partir en voyage sereinement sans taper dans son épargne, c'est vraiment des éléments qui font qu'en fait, le salarié vous est redevable, mêle du coup le pro, ce qu'il gagne sur le pro avec le perso, et finalement à une espèce de reconnaissance, même pour quelques milliers d'euros, encore plus forte vis-à-vis de sa société et beaucoup plus enclin à y rester, à la fois par reconnaissance, mais aussi par possibilité de monétiser ce gain. Et je rebondis sur, les questions de vesting et cette, justement, durée, en tout cas horizon de liquidité que tu mêles effectivement avec, l'ancienneté générale, en tout cas moyenne de 3,5 ans à 4 ans et souvent, le vesting effectivement, de ce qui ressort du baromètre Illegals, et des tendances, très souvent, c'est les 4 années de vesting avec 1 an de cliff. C'est vraiment quelque chose de relativement standard qui est prévu. Le cliff, c'est quoi? C'est-à-dire que si votre salarié quitterait justement la société avant les 12 mois, et ben, lui, comme une période d'essai, en fait, il ne pourrait pas être amené à exercer ou elle, évidemment, à exercer ses BSPCE parce qu'il y a le fameux cliff. Pourquoi? Parce que ça représente justement une courbe qui est, linéaire et d'un coup, au bout d'un an, c'est un quart qui est débloqué. Et donc, si on part avant cette année-là, eh ben, on n'est pas en mesure d'exercer le moindre BSPCE, ce qui est une mesure aussi de protection, de fidélisation pour la société et pour vous. Mais ça, la partie justement vesting est très plastique. C'est-à-dire que contractuellement, comme tu le disais toi, côté Caption, vous pouvez le voir de manière différente, que ce soit aussi des attributions où chaque année, vous pouvez attribuer et renouveler ensuite un vesting qui commencera au moment de cette nouvelle attribution. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir le faire. Nous, d'ailleurs, on vous accompagne, on a beaucoup de données en plus des tendances qui sont dans notre baromètre côté Clégal, et donc ce qui vous permet de pouvoir prévoir ce qui vous semble correct, bien sûr en ayant en tête ces tendances pour pas être non plus complètement hors marché, mais si ça correspond également à la culture de votre société de le faire d'une certaine façon, heu, il faut justement, que ce soit cohérent et rien ne vous empêche de prévoir quelque chose d'assez, spécifique à votre société, quand bien même il y a des choses qui se font différemment, sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Il y a un point, qu'on souhaitait aborder avec Lucas aussi quand on a préparé ce webinaire, qui est, en lien avec toutes ces différentes conditions dont on a parlé, c'est ce fameux prix d'exercice, des BSPCE. Et comme on se le disait, comment il est fixé ce prix d'exercice des BSPCE? Et ben, généralement, j'en ai un petit peu parlé, c'est souvent on va se référer, au prix par action de la société au moment où on va attribuer ce BSPCE. Mais ce prix par action aussi, il est fixé lui et il découle de la valorisation de la société à ce moment-là, à ce moment T. Donc pour des sociétés, on voit souvent sur Legals avec des boîtes qui sont assez early stage, qui ont peut-être pas encore de valorisation parce qu'ils ont levé sous forme de BSAR. Est-ce qu'on peut prendre la valeur nominale? Il faut faire aussi attention là-dessus. Heu Si vous avez, par exemple, levé 500 000 € sous forme de BSAR, difficile de pouvoir dire que la société va aller, le même prix que quand vous l'avez créée sans ce financement de 500 000 € et donc compliqué de pouvoir prévoir une valeur nominale qui est de 1 centime ou 1 euro comme prix d'exercice de référence. Donc souvent, vous pouvez prendre le floor peut-être comme référence ou alors faire une petite valorisation, je sais pas, par rapport aux actifs avec ce que vous avez reçu, les 500 000 € et cetera. Donc il y a des moyens de pouvoir justement éviter ça parce que la conséquence, elle peut être justement un risque fiscal, ou social. Et donc
également, cette question du prix d'exercice, c'est cadré juridiquement. Donc il y a l'article du code des impôts qui prévoit le cadre réglementaire applicable au BSPCE et il prévoyait d'ailleurs que si vous aviez fait une levée de fonds dans les 6 mois, du moment où vous attribuez le bon, bah, vous deviez rester sur le prix par action qui découle de cette augmentation de capital et très souvent, la pratique, de toute façon, c'était celle-ci, de se dire: «OK, en termes de référence, par exemple, je viens de lever 1 000 000 € à une valorisation, pré-monnaie de la société de 3 millions, ce qui me donne un prix par action, de 10 € et ben, on prendra comme référence le prix par action qui découle de cette valorisation de 3 millions dans mon exemple, comme prix d'exercice pour nos BSPCE qu'on attribuera, donc à 10 €. Sauf que si vous faites des levées de fonds pour des scale-up, comme tu en vois souvent, Lucas, avec beaucoup, ben, de liquidation préférentielle, de droits sur lesquels justement, bah, les actions des investisseurs ont ces droits spécifiques. Et pourquoi je parlais au passé quand je dis avant, il y avait cette période de 6 mois? C'est parce que depuis le projet de loi de finances de 2020, qui a permis de faire évoluer justement le cadre réglementaire donc, du code des impôts pour les BSPCE, la fixation de ce prix d'exercice. Maintenant, il n'est plus obligé de pouvoir coller forcément, y compris si on vient de lever, je sais pas, 50 millions d'euros à une valorisation de 500 millions d'euros de la société, ou mettons 200 millions d'euros de la société, ce qui donne un prix par action de 200 €. On n'est plus obligé pour les BSPCE de prendre ce prix comme référence pour le prix d'exercice des 200 €. Et donc ça, c'est une avancée assez importante et la raison, pour laquelle justement il y a une décote qui peut être appliquée, parce qu'on n'est pas obligé de coller à ce prix de 200 €, mais quel prix on va choisir? Ça, c'est la question. Mais avant de se dire quel prix on va choisir, c'est qu'est-ce qui justifie qu'on ne prenne pas le même prix? Et en fait, la justification ici, c'est de dire, bah, que vos investisseurs qui auront mis les 50 millions d'euros, généralement, ils auront négocié évidemment avec vous, donc les fondateurs, des conditions particulières dans le cadre de l'entrée pour sécuriser leur investissement. Et donc, toutes ces conditions, notamment celle qui revient le plus souvent, c'est la liquidation préférentielle. En plus de droits anti-dilution, comme des BSR ratchet ou autres. Mais restons sur la liquidation préférentielle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des actions généralement qui sont prévues dans le pacte d'associés, des actions à investisseurs B, série B par exemple, série B shares. Et donc, vos BSPCE, vous, quand vous les exercez, que vous soyez même fondateur ou salarié, eh ben, ce seront des actions ordinaires. Ce ne seront pas des actions de préférence série B. Ce seront des actions ordinaires. Et c'est cette différence de droits attachés, c'est d'ailleurs ce que reprend le Code des impôts dans sa lettre, qui prévoit de justifier cette décote. Et par exemple, au lieu de 200 €, bah, ça pourrait être 170, 150 € le prix d'exercice, parce qu'il y a une décote qui justifie, notamment par rapport aux droits qui sont les droits attachés aux actions auxquelles donnent droit les BSPCE, qui sont des actions ordinaires, qui permet d'avoir une plus grande attractivité des BSPCE. Donc tout ça, c'est peut-être très technique, mais ce qui est à retenir, c'est plus votre prix d'exercice est bas, plus vous pouvez potentiellement générer pour votre salarié une plus-value importante, et ce qui renforce l'attractivité de votre plan de BSPCE tout simplement. Et ça, toi, de ton côté, tu as vu différentes discussions. Je pense, Lucas, tu parlais que ce soit de Blablacar, je pense qu'ils sont pas mal posé ces questions, ou d'autres même scale-up. C'est des sujets hyper importants pour des boîtes qui ont des valorisations très hautes, notamment dans un marché aujourd'hui qui connaît des chutes de valorisation et ce fameux bear market. Ouais, clairement, c'est une pratique, et tu pourras en parler bien mieux que moi là-dessus, notamment en étant associé d'une boîte UK, mais c'est une pratique qui est extrêmement répandue aux UK et aux US, sur lequel vous pouvez avoir des décotes sur les BSPCE qui vont jusqu'à moins 80, moins 90%. Et ça nous paraît fou en France, mais en fait, c'est complètement logique. Je vous prends l'exemple d'une des dernières licornes qu'on a mis en vente sur Caption. La boîte vaut un tout petit peu plus d'1 milliard. Et en termes de liquidation préférentielle, donc c'est-à-dire ce que les investisseurs toucheront dans tous les cas avant les actions ordinaires, on a 650 millions. Donc, c'est-à-dire que vous avez des actions ordinaires, vous êtes fondateur ou vous êtes salarié. Si la société se vend 650 millions, vous touchez rien. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, vous touchez rien, vous avez au début le nominal parce que ça, c'est légal, mais en tout cas, vous touchez quasiment rien. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, ces actions-là n'ont pas la même valeur que les actions détenues par les investisseurs, comme l'expliquait Flo. Et donc, du coup, sur une boîte comme ça, vous pourriez très, très, très bien, et fiscalement, on vous embêtera jamais, dire qu'en fait, le prix d'exercice des BSPCE, c'est 1 milliard, moins 650 millions, c'est 350 millions. Et en fait, c'est pour ça qu'aux États-Unis et au UK, ils arrivent à avoir des décotes aussi importantes, c'est qu'ils tiennent compte
de ces avantages particuliers, et notamment de celui-là, qui pour le coup est chiffré. Donc celui-là, il est incontestable de dire que si vous avez 650 millions de liquidation préférentielle, votre action, elle ne vaut pas le même prix qu'une action qui a 1 milliard de valo. Non, elle vaut 1 milliard moins 650. Donc tout ça pour dire qu'une fois qu'on a illustré le propos, très honnêtement, ça arrive très peu dans les boîtes de mettre en place des décotes sur les SPCE. Et pour être franc, c'est assez débile parce qu'encore une fois, ça justifie parfaitement qu'il y a des gens, notamment une personne en face de moi, qui se sont battus aussi en 2020 pour essayer de faire comprendre ça lors de la loi de finances. Et aujourd'hui, c'est pas utilisé. C'est pas utilisé pour deux raisons principales. La première, c'est que les conseils, notamment avocats et fiscalistes, tout ce qui est nouveau, c'est quand même toujours compliqué pour eux de le mettre en place. Ils ont toujours peur d'être le premier à faire une bêtise là-dessus. Et les fiscalistes ont souvent un peu peur de leur ombre sur ces sujets-là et de créer un précédent fiscal, notamment pour la société, puisque ça peut être considéré comme de l'avantage en nature, donc soumis à charge patronale, et pour le salarié soumis à charge salariale. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que c'est pas vraiment la pratique. C'est pas vraiment la pratique. Donc, même si vous avez envie de le faire, je mets de côté les conseils, etc. C'est pas forcément ce que font les VC dans leur term sheet. Donc, un VC, quand il fait une term sheet qui va signer avec des fondateurs et dit, ben, le prix de l'action, c'est 10 euros, comme disait Florent, et bien, du coup, la valeur le prix des BSPCE, le prix d'exercice, c'est 10 euros. Il y a assez peu de VC aussi qui prennent ça par la main pour des raisons pas forcément on va dire, légitime là-dessus. Mais c'est quelque chose qui arrive très peu. On l'a vu sur quelques licornes. Alors, il y en a certaines qui sont coutumiers du fait parce que elles ont vraiment mis en place des plans d'intéressement qui sont réellement avantageux pour le salarié. Tu parlais de Blablacar. Blablacar, c'est vraiment un des meilleurs exemples en France. La boîte est beaucoup plus mature que les autres là-dessus aussi parce qu'elle est plus ancienne, parce qu'elle a un vrai projet d'introduction en bourse. Donc, c'est des sujets qu'elle a réellement touché du doigt. Mais c'est vrai qu'on a assez peu de boîtes aujourd'hui en France qui font ce travail, notamment de dire 2021 a été une année où les levées de fonds ont explosé, les valorisations du coup ont explosé parce qu'il y avait énormément de concurrence entre les VC. On sait que les prix ont été délirants et les fondateurs le savent pertinemment sur certaines boîtes. Donc le minimum, ce serait de dire on fait appel à un évaluateur indépendant qui va donner une nouvelle valo à la société, notamment par rapport à ce qu'on expliquait sur rien que déjà les préférences qu'il y a dans le pacte d'actionnaires. On parle même pas de trajectoire business de la boîte, hein, on parle juste de ce qu'il y a aujourd'hui comme catégorie d'actions. Et sur cette base-là, on a une nouvelle valorisation pour les actions ordinaires. C'est pas la valo de la boîte, puisqu'il y a aussi des actions de préférence, c'est la valo des actions ordinaires. Et à ce moment-là, on shut down le plan qui a été fait en 2021, on en crée un nouveau qui en fait a un prix d'exercice qui sera inférieur. Et là, vous gagnez en attractivité. Et c'est vrai que ça devrait se généraliser. Ça ne l'est pas. Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Mais c'est vrai que en tant que fondateur ou en tant que VC, on n'a pas grand-chose à perdre parce qu'en fait, on aura la même dilution. Ce qui nous importe, et là c'est un ancien VC, un founder qui vous parle, c'est la dilution. Si on sait qu'on a 5% de BSPCE qui vont nous diluer, que ce soit 5% au prix de 10 euros, que ce soit 5% au prix de 1 euro, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Et à la rigueur, on est même presque encore plus content si c'est au prix d'1 euro, parce que ça veut dire que nos salariés gagneront plus d'argent. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une réflexion évidente pour quelques founders et surtout pour les VC pour le coup. Et tu l'as dit, en fait, pourquoi c'est pas encore justement pris à bras-le-corps par les fondateurs, les fonds d'investissement, en tout cas en France, parce qu'il y a encore un sujet, qui était un sujet réglementaire, donc qui date d'il n'y a pas si longtemps. Donc, bon, plus ça avance, plus c'était il y a longtemps, mais c'était en 2020. Donc, effectivement, il n'y a pas de jurisprudence. Il y a un cadre réglementaire qui le prévoit de manière très claire dans le code des impôts, mais il n'y a pas encore de doctrine fiscale là-dessus qui pourrait rassurer les fameux conseils, effectivement, que ce soit avocat, fiscaliste ou même en investissement qui pourrait initier ce genre de démarche. C'est un sujet qui est quand même assez technique. Et il y a du coup une question d'éducation pour que l'ensemble de l'écosystème, petit à petit, prenne vraiment en main cet outil-là, de cette décote, et qui favorisera clairement l'attractivité des plans de BSPCE, comme c'est le cas, et tu l'as dit également, en Angleterre et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est tout ce qui est 409A, les 409A providers, qui permettent de faire ça. C'est institutionnalisé, c'est aussi la différence qu'on a avec la France, parce que c'est obligatoire de le faire aux États-Unis. En Angleterre, pareil, dès que vous mettez en place l'équivalent des BSPCE, que sont les Enterprise Management Incentives, vous allez vous mettre en place justement le prix d'exercice, le strike price, que vous allez décoter.
Mais l'avantage, donc qui est notable, c'est que vous allez au préalable valider ça avec le HMRC qui est l'administration fiscale anglaise et vous, vous mettez d'accord a priori, donc au préalable sur ce prix d'exercice avec l'administration fiscale, en incluant des décotes qui peuvent aller jusqu'à effectivement 80, même plus pour cent par rapport au prix de la société, justifié par ce qu'on vient de dire, hein, que ce soit les droits attachés aux actions ou d'autres éléments, plutôt financiers sur les méthodologies de valorisation que vous pouvez appliquer, hein, que ce soit du DCF, de l'actif net, du comparable, il y a toutes formes de méthodologies applicables, mais il y a notamment cette logique contractuelle avec de l'option pricing model, mais je ne rentrerai pas dans le détail de ces éléments financiers et de méthodologie de valorisation pour les options, mais c'est hyper important d'avoir ça en tête, notamment, on le voit aussi, hein, plus la société est mature, plus la valorisation est élevée, plus cette question devient prégnante parce que la question de passer avec un multiple assez important entre, une valorisation qui est à 500 millions avec un multiple de x4, bon, c'est un peu plus compliqué qu'une valorisation qui a une valorisation de 3 millions d'euros et qui peut atteindre 100 millions. On est d'accord. Et donc c'est pour ça que aussi c'est souvent des scale-up qui prennent ce sujet, et qui le mettent à l'ordre du jour. Mais ça va de pair avec la maturité à la fois du marché et de ces sociétés. Souvent, c'est ce qu'on observe en pratique. Donc ça, c'était vraiment cette question de BSPCE, mais si on revient un peu sur la question de départ, c'est que ce plan de BSPCE, peu importe quelle maturité vous, de la société, vous pouvez prévoir effectivement un prix d'exercice si vous pouvez le justifier. Donc là, il y a des évaluateurs, hein, qui peuvent vous aider. Ce soit le cas de nous, c'est les gaz en Angleterre pour les sociétés anglaises. En France, on sait justement, on est en partenariat avec SoValue qui permet de le faire. Donc il y a une boutique justement qui va faire ces rapports de valorisation. On fait ça avec Caption et SoValue justement sur ces questions-là de BSPCE. Et ça rend d'autant plus attractif vos conditions de votre plan pour vos salariés, parce que plus, comme on se l'est dit, hein, l'exercice est bas et vous vendez du coup à 100 et que votre prix d'exercice au lieu d'être 10, il est à 2, bah, vous réalisez une plus-value 98 versus 90. Voilà un exemple chiffré tout bête. Et donc ça, c'est un des éléments qui mérite en tout cas d'être de plus en plus démocratisé ici en France, basé sur de toute façon les pratiques anglo-saxonnes qu'on connaît déjà et dont on vient de parler. Mais maintenant, après, il y a la question aussi de, et tu le disais, 75 des salariés, je ne sais plus si c'était ce pourcentage, en tout cas dans ton étude de l'été avec Caption, n'exercent pas leur BSPCE. Et ça, c'est pas tant non plus sur la question de l'attractivité même du prix d'exercice, peut-être que ça joue, hein, mais c'est également sur la question de la communication et de la pédagogie, parce que comme c'est un élément qui est quand même assez complexe à comprendre, il est très, énergivore si je peux dire. En tout cas, il demande beaucoup de pédagogie de la part des équipes et c'est souvent aussi quelque chose qui peut faire peur, côté entrepreneur. Donc là-dessus, toi, tes recos, ce serait quoi, sur cette question de la communication? Et pourquoi aussi, selon toi, il y a autant de salariés qui n'exercent pas leur plan, et qui n'exercent pas leur BSPCE? C'est sûr que le vrai sujet de base, c'est l'éducation. On le voit aujourd'hui, quand même assez peu de salariés, hormis les C-level, parce que soit ils l'ont connu dans d'autres sociétés précédemment, soit ils ont bossé dans des sociétés cotées sur lesquelles ils avaient un équivalent stock option. Et souvent, c'est un vrai sujet de toute façon pour les staffés, parce qu'on n'a pas forcément les moyens non plus de leur verser un salaire à 400-500 000 euros. Donc, il y a une compensation qui est encore plus importante sur les C-level avec les BSPCE. Mais c'est vrai que du coup, ils ont un niveau d'éducation supérieur. Sur les autres types de talents, on est vraiment sur le côté de cherry on the cake. Il y a une stat qui le prouve, encore une fois, dans le petit sondage qu'on avait fait, c'est que 51% des gens déclaraient ne pas lire et signer sans regarder tous les documents liés à leur BSPCE, donc que ce soit leur lettre d'attribution, leur Bien sûr. règlement de plan et leur pacte d'actionnaire. C'est des éléments quand même très juridiques, très complexes et qui méritent effectivement d'être peut-être vulgarisés. Donc c'est pour ça que nous, on s'efforce, que ce soit à travers Caption, nous avec Illegals, de pouvoir rendre plus accessible et éduquer et vulgariser ces éléments. Mais après, c'est aussi aux startups en interne de le faire. C'est pour ça que je disais que c'est assez énergivore, enfin ça demande du temps quoi, pour Clairement. faire comprendre. Et même en prenant le temps, des fois, en fait, on a des salariés qui disent ouais, mais ça me rapportera rien, donne-moi des tickets resto, des chèques vacances et merci Lucas, tes BSPCE, moi je comprends pas comment. Bon, après toi, tu as une logique de liquidité, on va y venir, mais ça peut être souvent justement l'argument qui est donné, quoi. Mais c'est clair, et pour le coup, il est assez incontestable. Et on peut reprendre 50 fois cet exemple, mais il parle tellement, c'est que si je vous donne une action Netflix, c'est comme si je vous donnais un billet de 200 euros, en fait.
Et quand je vous donne une action Doctolib, bah non, en fait, c'est pas un billet parce que vous pouvez pas la revendre. Et c'est vrai que pour en revenir sur le sujet d'éducation, il y a un vrai effort à faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que mine de rien, Founder compris, tout le monde n'a pas forcément une connaissance assez profonde du mécanisme de BSPCE. Alors là, je vous mets même de côté les VP Legal et les CFO qui, pour le coup, on le voit même sur des licornes, des gros scale-up, sont pas du tout familiers avec ça. Il y a beaucoup de contresens qui sont exposés aux salariés. Donc, ça que déjà, il y a un niveau de connaissance de l'outil en tant que tel qui, lorsqu'on sort des avocats et de fondateurs qui, pareil, ont connu ça depuis un certain temps, est quand même pas forcément suffisamment élevé. Et quand on n'est pas à l'aise avec le concept, c'est hyper compliqué de le vulgariser et d'éduquer parce que le concept en tant que tel, on ne le maîtrise pas. Donc, c'est vrai que ça, déjà, il y a un vrai premier travail à faire. Donc là, nous, ce qu'on recommande, ce qu'on a fait chez nous, c'est mettre en place un manuel assez simplifié de comment ça fonctionne, déjà la première chose. Faire l'effort de donner aux salariés une projection sur la valorisation qu'on espère atteindre au fur et à mesure des levées de fonds ou de son développement si on s'autofinance, pour que lui aussi puisse matérialiser beaucoup plus en euros que de dire, bah, tiens, aujourd'hui, on te donne 40 BSPCE. OK, d'accord, 40 BSPCE sur une valo à 4 millions. OK, mais du coup, où est-ce qu'on va aller? Est-ce que l'année prochaine, la valo, ce sera 20? Est-ce que ce sera 30? Est-ce que ce sera 40? Donc, du coup, est-ce que mes 40 000 euros, ils vont potentiellement faire 4 ou 5 fois plus ou pas? Et pour le coup, ça, c'est un premier élément qui permet aux salariés d'un peu plus matérialiser ce que ça représente. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est de pas hésiter à faire une review tous les 6 mois. Il n'y a pas besoin de le faire tous les mois ou tous les 3 mois avec l'ensemble des salariés sur lequel on explique, ben voilà, vos plans, ils en sont là. Nous, niveau valo, niveau equity story, donc levée de fonds, on en est là. On va aller là. Donc, le plan qu'on vous avait donné à la base, on le réévalue dans ce sens-là. Sur la prochaine levée de fonds, on pense qu'on sera suffisamment mature pour que ça vaille le coup, que vous puissiez avoir de la liquidité, etc., etc. Donc, et là-dessus, c'est toujours pareil. On le voit dans certaines boîtes qui ont peur de la liquidité, clairement, qui se disent, ah, mais si un salarié peut vendre tout ou partie des BSPCE que là, il va partir. Bon, déjà, c'est pas vrai. Et plein d'études aux US, encore une fois, le montrent que le turnover dans les boîtes cotées est moins important que dans les boîtes non cotées, pour toutes les raisons qu'on a déjà Absolument, d'autant évoquées plus avant. qu'on a pu monétiser, donc ça donne Bien un sûr. VLN et un bonus et après rien n'empêche de pouvoir réattribuer si besoin pour réintéresser sur du long terme ce fameux salarié. Et il y a toute la logique d'intéressement et RH, qui arrive là, à mêler avec effectivement du financier et du juridique. Peut-être pour ça aussi que comme c'est à la frontière de ces différents domaines que l'éducation, en tout cas la maîtrise de ce sujet est d'autant plus peut-être complexe. Mais clairement, je t'ai interrompu. Non, non, mais en fait, t'as devancé mon second point, c'est que effectivement, le problématique, elle n'est pas de trouver de la liquidité. La problématique, elle est que le plan, il a été mal designé à la base et qu'en fait, vous arrivez à un moment donné avec un salarié qui peut vendre 100% de ce qu'il a. Ce qui, du coup, pour le coup, est légitime pour lui, mais assez illogique dans une logique de rétention. Donc, donnez des BSPCE tous les ans, gardez-en une partie pour l'exit, on en a déjà parlé. Donc, voilà un peu les trois types d'actions très simples qui peuvent être mises en place. Et souvent, le diable se cache dans les détails, parce que comme tu l'as dit, un pacte, c'est compliqué, c'est long, on ne comprend pas tout quand on n'est pas éduqué à ces sujets-là. Et on le voit dans plusieurs scale-up, voire les camps que je ne citerai pas ici, mais des conseils ou des fondateurs qui ont peur de cette liquidité et le fait que des gens partent parce qu'ils trouvent de la liquidité, qui mettent en place des clauses pour bloquer les ventes d'actions en disant, bah, toi, tu es salarié de ma startup, une fois que tu as transformé tes BSPCE en actions, bah, pendant 4 ans, tu n'as pas le droit de les vendre. Donc, ça veut dire que toi, tu as fait un chèque comme un con pour transformer des BSPCE qui te sont dus parce que tu es resté 4 ans dans la boîte où tu as généralement accepté un salaire un peu inférieur à la base en compensation de BSPCE. Tu as fait un chèque de 20, 30 000, 50 000, 100 000, parfois 200, 300 000 euros pour transformer en actions. Donc, tu fais l'avance de trésorerie. Il y a souvent des gens qui s'endettent là-dessus, parce que quand vous avez 30, 35 ou 40 ans, sortir 100 000 euros pour quelque chose où vous n'êtes même pas certain que ça va vous rapporter de l'argent et surtout où c'est pas liquide, déjà que vous mettez pas 100 000 euros dans une action Google que vous pourriez revendre quand vous voulez, donc mettre 100 000 euros dans l'action de votre boîte, alors c'est cool, vous y croyez, mais n'empêche que vous avez encore une fois pas de liquidité, c'est assez painful et ça peut mettre des gens en difficulté financière. Et en plus de ça, on vous dit, ah, mais une fois que tu as fait ça pendant 4 ans, c'est impossible que tu aies un retour sur investissement. Et donc, du coup, c'est des petites clauses qui ont été mises en place dans les pactes d'actionnaires, par exemple, dans les statuts, qui n'ont pas été expliqués aux salariés
volontairement, involontairement, je ne présagerai pas là-dessus. Et au final, quand certains s'en rendent compte, le mot passe très vite. Et ensuite, vous avez des frondes qui s'organisent en interne. Donc là, il y a plusieurs licornes sur lesquelles, en interne, il y a des gens qui ont pris leur bâton de pèlerin, membres de CSE notamment, ou s'ils les veulent un peu plus éduqués, et qui sont allés voir les fondateurs ou les VC en disant, les gars, vous êtes mignons, mais en fait, là, vous êtes en train de complètement casser la dynamique de l'intéressement. En plus de ça, vous le faites dans notre dos. Donc, bien sûr, ne jamais aller jusque-là, mais en tout cas, la transparence là-dessus et donner aux gens Non, les mais moyens de comprendre, effectivement, c'est la c'est question, important. et là, ça peut générer effectivement de la frustration, des incohérences et peut-être même du conflit comme tu le dis, et ça revient au point dont on parlait au tout début, qui est l'alignement des intérêts. Parce que fondamentalement et initialement, comment, sont pensés, en tout cas par les investisseurs ou des fondateurs, pour certains, ces logiques d'intéressement, c'est que quand on parle d'alignement d'intérêts, c'est qu'on participe, quand on est salarié, à la création de valeur. Cette création de valeur en travaillant, tous les jours, tous les mois, en surperformant, la valeur, elle, va se refléter dans le capital de la société qui se réalise, en tout cas se fixe potentiellement un prochain tour de financement ou autre, avec une augmentation du chiffre d'affaires ou au travers de ces différents éléments qui permettent de voir la valeur de cette action et du capital augmenter. Et comme les investisseurs, eux, ont une partie du capital pour avoir, eux, investi de l'argent et pas forcément du temps et de l'industrie comme les salariés qui, eux, n'ont là, pour le coup, en tout cas pas encore investi de l'argent, mais pourront peut-être le faire en exerçant leur BSPCE, mais peu importe. En tout cas, chacun participe à la création de valeur et bien sûr, évidemment, les équipes fondatrices. Et en fait, le point ici, que je veux souligner, c'est souvent, en fait, tout le monde est pour l'alignement des intérêts, donc avec une monétisation, mais une monétisation qui devrait être là, pour le coup, commune et notamment dans le cadre d'un exit. Et souvent, cet exit, c'est soit une entrée en bourse de la société. Bon, statistiquement, c'est plus souvent une vente, en M&A, mais même si on prend statistiquement, c'est plus souvent rien du tout, hein, si on prend vraiment des sociétés early stage. Mais ça, c'est le risque. C'est normal que forcément votre potentiel gain soit corrélé à un risque assez élevé. C'est la logique, financière ou même des jeux, hein. Donc, là, après moi, je suis pas du tout expert sur ces logiques de risque et de jeu, mais ni financier, mais bref. Donc là, la question, c'est effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Lucas, en fait, ils sont pas très pour et peut-être favorables dans les cas que tu citais, qui est une monétisation pour certains et peut-être pas pour d'autres. Et ça, tu le vois parce que la théorie de cet alignement des intérêts qui est un corollaire hyper important pour l'intéressement au capital des salariés, et qui est souvent utilisé, c'est encore une fois dans une logique où tout le monde vend avec une belle plus-value et sort en même temps. Mais sauf que la réalité économique et la réalité, pratique est tout à fait différente et ça, tu le vois sur Caption, je pense, ces éléments et c'est pour ça que tu as peut-être, une différence entre la théorie de l'alignement des intérêts et la réalité qui, elle, c'est plutôt une dichotomie assez différente entre ceux qui peuvent potentiellement monétiser, mais ceux qui, ont, en tout cas la plume pour prévoir les règles de comment pourrait être fait cette monétisation et qu'il peut y avoir des frictions et des conflits. Et donc, comment tu arriverais à aligner des intérêts comme ça, sur cette partie monétisation? Parce qu'après, c'est un peu chacun veut, en tirer le maximum, que ce soit salarié, fonds d'investissement, qu'importe, ou fondateur. Ouais, non, c'est certain qu'il y a un vrai sujet là-dessus et l'alignement d'intérêts entre les financeurs et les travailleurs est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est la Oui. théorie de l'agence, donc Mmh. début du 19e, etc., etc. En fait, en réalité, et c'est vraiment encore une fois un ancien VC devenu entrepreneur qui dit ça, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer ceux qui financent, qui certes prennent un risque, mais qui ont tout un tas de mécaniques de protection en face, la liquidation préférentielle, les BSA ratchet, la présence appuyée dans la gouvernance de la société au board, etc., etc., euh, qui, entre guillemets, une fois que l'investissement est passé, n'ont plus grand-chose à faire. Très honnêtement. Alors, on va au board, on essaie d'aider les fondateurs, on fait des mises en relation, etc. C'est quand même un vrai bon VC, c'est le minimum qu'ils puissent faire. Les très, très bons font plus que ça. En tout cas, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et c'est vrai que je distingue vraiment ça de ceux qui se lèvent tous les matins, en fait. Ceux qui se lèvent tous les matins pour la boîte, qui comptent pas leurs heures. C'est quelqu'un qui a fait 90 heures par semaine pendant 2 ans de suite qui vous dit ça parce que c'est juste votre boîte. Et au final, vos salariés, ils font la même chose. Ils font la même chose. Donc, c'est pareil, avoir une distinction entre les fondateurs et les salariés. Je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'en fait, tout le monde est vraiment dans le même bateau dans ce niveau-là et vous recrutez des gens qui vont avoir cette implication-là, notamment quand vous êtes sur le 0 à 30 personnes.
Après, effectivement, vous mettez en place une organisation, des process, etc., qui fait que le niveau d'engagement est un peu moins important parce qu'en fait, la société, elle est résiliente par nature. Que vous mettiez Pierre, Paul ou Jacques dedans, ça tournera peut-être pas aussi vite parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux, mais néanmoins, ça tournera. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme tu le disais, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont la possibilité de monétiser et pas d'autres. Les personnes qui ont la possibilité de monétiser, c'est la plupart du temps les VC qui sont rentrés en seed et qui, au moment d'une série B, série C, vont demander de ressortir parce qu'ils ont des contraintes aussi réglementaires qui leur imposent de ressortir, parce qu'ils connaissent les nouveaux investisseurs qui rentrent. Donc, ils vont pouvoir aussi en discuter en one-to-one, en mode, bah, tu rentres sur ce deal-là, tu me sors une partie de mes actions, du coup, à quel prix je peux te les faire? Bah, tiens, l'action elle était à 100 euros, bah, je te les fais à 70 parce que liquidation préférentielle, tout ce qu'on a évoqué. Les deuxièmes, c'est les fondateurs, parce que les fondateurs sont ceux qui mènent la levée de fonds, donc c'est eux qui sont vraiment au centre des discussions et c'est eux qui sont aussi capables de mesurer s'il y a suffisamment de concurrence ou pas pour faire du cash out et donc monétiser. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, qu'il y a les VC ou les industriels se bousculent pas au portillon, bah forcément tout l'argent il va dans la société, il va pas aller dans la poche des fondateurs. Par contre, comme en 2021, quand il y a beaucoup de concurrence, bah en fait c'est un des moyens de gagner des deals pour les VC, c'est de dire bah, je mets 100 millions dans ta société puis je t'en mets 5 millions dans les poches. Et faire une offre en fait, c'est juste logique. Sauf que dans la période actuelle, clairement, les opportunités de secondaire, elles vont quand même être beaucoup moins nombreuses. Et c'est vrai que le fondateur, et à juste titre, et je prends encore une fois ma casquette de fondateur, quand ça fait 2 ans consécutifs que vous êtes au chômage à 1700 euros par mois, que vous avez déjà 1000 euros de loyer à payer, c'est vrai qu'à un moment donné, si vous pouvez vous sécuriser, vous allez défendre votre carte plus que celle de vos salariés. Et ça peut se comprendre. Pour un premier cash-out, ça peut se comprendre. Le sujet, c'est quand vous en refaites un tour d'après, vous en refaites un tour d'après, et vous proposez jamais à vos salariés. Donc ça, il y en a de partout. Mais en tout cas, je pense que le fait de garder une partie du premier, pas forcément la totalité, ça me paraît juste compréhensible et les salariés comprennent. Donc tout ça pour dire que ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui peut être fait pour essayer de rendre ça le plus équitable et le plus incentivant possible, c'est de dire que tous les ans, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui peut permettre à tout à chacun de vendre une partie de ce qu'il a vesté. Ce qu'on voit pas mal en ce moment dans les boîtes qu'on a clients, tous les prospects qu'on a, c'est de dire, bah voilà, tous les ans, je vais permettre à mes salariés de vendre 15, 20, 30% de ce qu'ils ont vesté. Donc, si vous avez vesté 1000 actions, donc 1000 BSPCE, bah, vous avez la possibilité d'en vendre entre 100 et 200, ce qui permet en fait d'avoir toujours une partie qui n'est pas monétisée, donc d'éviter que quelqu'un vende tout et parte, ce qui est la grande frayeur des fondateurs là-dessus. La première question qu'ils posent, et souvent ils sont assez vite rassurés, ils comprennent qu'en fait c'est juste logique de retenir les gens comme ça. Et là, en fait, vous faites participer toutes les personnes qui le souhaitent. Et ensuite, vous répartissez au prorata de ce que chacun a voulu vendre. Et en fait, on le voit vraiment, et j'expliquais encore ça hier ou avant, non, hier à un prospect, c'est le salarié ne demande pas de prendre 500 000 euros. Bien sûr, il serait content. Mais en fait, son vrai sujet, c'est de voir vraiment que ça existe et qu'il a un horizon pour le faire et que ce n'est pas soit des éternelles promesses, soit un éternel brouillard de dire Ouais, ah, on va peut-être qu'on ait vendre une la preuve boîte dans les… concrète de cette Exactement. monétisation et qu'on le voit en sonnant et trébuchant à un moment plutôt qu'une promesse, comme tu viens de le dire, éternelle qui se répéterait avec potentiellement quelque chose qui arriverait à terme. Et là, je résume un peu tout ce que tu viens de dire, bon, il y a des aspects qui sont assez philosophiques et propres à la culture de la société. Donc on l'a dit, que ce soit les théories de l'agence, sur après le travail, travail versus capital Capital, aussi, oui. il y a plein de sujets et que ce soit socio-économique, que ce soit philosophique et c'est pour ça que ce sujet est en tout cas magnifique et en tout cas moi me passionne et je pense que c'est ton cas aussi Lucas. Mais donc ça, il y a toute cette partie qui est comment voulez-vous maîtriser, cette logique d'intéressement au capital et partager la richesse potentielle que vous allez réussir à créer, on vous le souhaite avec vos projets? Et ce que tu viens aussi de dire après, de manière beaucoup plus, concret et pratique, c'est que vous pouvez définir des règles qui permettrait de pouvoir potentiellement monétiser. Et ces éléments de monétisation, donc de manière peut-être un peu, pédagogue ou simpliste, il y en aurait 2. Il y a ce fameux exit à la fin où si la société est vendue, ou entre en bourse, donc qui est un peu peut-être le graal pour certains, voire peut-être pas pour d'autres, hein, parce que peut-être certains veulent rester indépendants. Mais bref, mais en tout cas, il y a cet exit-là, qui serait commun à quasi tous les associés de la société ou une bonne partie. Et ce qui est en fait, vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, qui est souvent la philosophie
première, en tout cas initiale, de ce qui était la mise en place d'un plan de BSPCE. Mais maintenant, on l'a vu avec la maturité du marché, tout ce qu'on vient de se dire, et notamment avec Caption, qui permet de pouvoir ne pas attendre cet horizon qui est décorrélé aussi de la durée de l'ancienneté d'un salarié en moyenne qui est de 3,5 ans. L'horizon de liquidité, comme on se l'est dit, une vente potentielle en M&A, c'est 7 ans à 10 ans en entrée en bourse aussi. Et donc, on voit la différence. Et là, pour le coup, comment on pourrait potentiellement monétiser? C'est ce que tu disais en secondaire, en cash out. En fait, il y a des moments, des fenêtres qui peuvent être souvent aussi au moment d'une levée de fonds, où vous allez avoir des investisseurs qui vont rentrer au capital. Généralement, c'est plutôt, on le voit avec Silegal, nous, on aide vraiment à modéliser votre plan sur la plateforme et à mettre ça notamment plus en relief pour vos salariés pour qu'ils comprennent bien. Mais après, on les voit, les sociétés qui font bah, cash out, c'est plutôt de la série B, B+, peut-être certaines par exception avec beaucoup de concurrence, comme tu disais Lucas, mais ça c'est toi qui les connais mieux, ces aspects, c'est peut-être en série A. Et c'est là où, quand on parle de cash out, en fait, on a des investisseurs qui investissent donc l'argent dans cette levée de fonds, mais également on a ce moment qui est servi pour pouvoir des associés déjà présents qui, eux, vendraient les actions aux investisseurs qui voudraient rentrer. Et forcément, là, on est un peu dans une logique d'attractivité du projet selon, comme tu disais, Lucas, est-ce qu'on peut le faire? Et c'est toute cette question-là, utiliser ces moments potentiels de liquidité, que ce soit au travers d'une levée de fonds ou d'un exit, ou même s'il n'y a pas entre le moment d'une levée de fonds ou d'un exit, on a Caption qui permet de pouvoir justement créer ces moments de liquidité, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. Et le mieux là-dessus, encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est vraiment la transparence, première vertu, parce que tout se sait. De toute façon, dans une boîte, on a beau vouloir cacher des choses, tout finit par se savoir, donc autant ne pas le cacher. L'écosystème est petit aussi, dans l'écosystème, Exactement. ça se sait assez rapidement, oui. Bien sûr, et puis on est dans Mmh. un écosystème sur lequel on aime bien un peu montrer du doigt son voisin quand il le mérite. Donc, c'est vraiment un premier point. Et la deuxième, c'est la visibilité. Vraiment, 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 il faut donner de la visibilité. Et en fait, je vais vous parler de la toute première chose à faire qui est de projeter le salarié dans le temps avec les levées de fonds que vous pourrez faire, avec les valorisations que vous pourrez avoir pour qu'il comprenne un peu combien il gagnerait à minima virtuellement sur chacune des levées. Et ensuite, vous le concrétisez en liquidité ou pas. J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte là-dessus. Nous, on force personne, en fait. Mais c'est vrai que la visibilité, c'est hyper important. Et quand vous voulez mettre en place de la liquidité comme ça, en dehors du monétaire, le vrai sujet, c'est que ça donne de la perspective à vos équipes. Et si on sait que tous les ans, même tous les 2 ans, on peut liquider une partie de ce qu'on a, même si c'est quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'on pourrait en avoir plusieurs centaines et que vous limitez volontairement, vraiment, il y a un effet ultra bénéfique du salarié. Et nous, ce qu'on explique aujourd'hui à toutes les startups qui nous rejoignent, c'est de dire l'important au début, c'est pas forcément de mettre en place quelque chose de récurrent, c'est de dire on le fait une fois. On montre aux gens que ça existe. Ils prennent quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, c'est déjà énorme pour la 99% des gens, et nous compris. Et en fait, rien qu'avec ça, c'est une preuve d'amour qui fait que derrière, ils vont vraiment être encore plus incités à rester parce qu'ils se disent la prochaine qui va s'ouvrir, la boîte entre-temps sera développée, donc je vais pouvoir monétiser encore plus. Donc je n'ai aucun intérêt à partir et au contraire, je vais encore plus me défoncer. Donc si je me défonce encore plus, la valo va encore plus augmenter. Donc je pourrais à la fin gagner encore plus. Et c'est ça en fait le vrai Un argument incentive. C'est pas vertueux dans exactement. cette logique, ouais. Parce Exactement. Et que c'est pas se défoncer tous les jours pour quelque chose qu'on gagnera peut-être un jour, en fait, parce qu'au bout d'un moment, quand on vous demande de courir un marathon et qu'en fait, au 42e kilomètre, on vous dit, ah bah non, finalement, c'est 50 et qu'au 50e, on vous dit, ah bah non, c'est 75. En fait, au 75e, vous allez vous arrêter parce que vous avez l'impression qu'on vous prend pour des cons et que vous voyez pas le bout de la ligne d'arrivée. il faut déjà arriver au 75e et je pense que pour la Déjà au plupart m'ont compris, 42e. ce serait un peu beaucoup, enfin bon bref, pas pour l'analogie de coureur, mais effectivement, c'est des sujets dont on pourrait parler pendant des heures, je pense avec Lucas, et donc là, il est déjà à 55, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous, dans, les participants, dans l'auditoire, n'hésitez pas à nous les faire passer. De toute façon, c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger sur ces sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit via Caption avec, les équipes Caption aussi légales avec nos équipes ici. On est des experts sur les sujets, que ce soit sur la partie mise en place du plan de BSPCE ou la partie monétisation dont on a parlé, ce qui revient à notre thématique du webinaire de ce matin. En tout cas, c'était encore une fois un plaisir, Lucas, d'échanger avec toi sur ces Plaisir sujets, partagé, comme comme toujours. toujours. Et
Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je te souhaite une très bonne journée, une super journée également à vous aussi. Merci d'avoir participé à ce webinaire C'est Legals avec le plaisir d'avoir reçu Caption et toi, Lucas, sur le sujet des BSPCE. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions et on se revoit à un prochain webinaire ou à une autre occasion. Prenez soin de vous, passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Salut, Salut Flo, à très vite. Ciao. à très vite, salut, merci. Ciao.